Salutations, sujet du royaume de Marianne. Ici le cochon masqué. Aujourd'hui, nous allons parler de relations entre hommes et femmes. D'abord, sachez que ma première vidéo a été accueillie d'une façon plutôt bonne par YouTube. Toutefois, le temps de visionnage moyen fut de 5 à 7 minutes. Concevant que mes phrases sont longues et que le développement peut être saoulant, je vais donc diviser mes vidéos pour un même thème. Nous allons donc aborder le sujet en 3 parties. La première portera sur les rapports de force dans la séduction. La deuxième sera la présentation d'archétypes de 2 types de célibataires, à savoir le chevalier blanc et l'incel. Dans la dernière partie, nous aborderons le comportement à adopter si, d'une façon ou d'une autre, vous vous reconnaissez dans ces profils archétypiques afin de sortir de l'état maudit de miséreux affectif ou de frustré sexuel. Sans plus attendre, nous allons aborder notre première partie et poser le contexte. La société occidentale que vous connaissez vous a implanté, par l'éducation, la culture cinématographique ou littéraire, voire par la politique, dans la tête une idée commune, aidée par le féminisme, doctrine politique très influente s'il en est, l'idée que l'homme et la femme sont égaux, que c'est la même chose. Sur le papier, nous représentons respectivement 50% de l'humanité. Si l'on part du principe que tous les hommes et toutes les femmes soient hétérosexuels, qu'ils soient matures sexuellement, nous sommes d'accord pour dire que l'on peut se retrouver dans une situation telle que la monogamie avec le schéma un homme associé à une femme soit réalisable. Si on va même plus loin, on parle même de l'amour comme étant accessible à tous et toutes, faisant qu'un homme soit la moitié d'une femme et elle-même la moitié d'un homme. Que leur destin serait de se réunir, comme les 2 pièces d'un puzzle s'entendant parfaitement. C'est ce que l'on appelle l'âme sœur de Platon dans la théorie du banquet de Platon. Eh bien, vous allez rire, mais nous ne représentons pas 50% de l'humanité tout pile. Non, en effet, les femmes représentent 52% de la France, et les hommes 48%. La conclusion que l'on pourrait se faire, si l'on grossit le trait, c'est que « Eh, mais il y a plus d'hommes que de femmes, ouf, il y en aura forcément une pour moi ». Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En effet, hommes et femmes ne sont pas égaux. La femme a actuellement, et ce depuis toujours, un statut plus important dans la société que l'homme. Cela s'explique par la force de reproduction qui casse tout rapport d'équivalence entre les sexes. En effet, si vous êtes une femme, vous portez l'enfant. Cela prend 9 mois par enfant, un à la fois. À la limite, vous pouvez porter des jumeaux, mais vous comprenez que la femme ne peut pas avoir autant d'enfants qu'elle désire. La femme n'est fertile que quelques jours par mois, et en plus, elle n'est pas fertile toute sa vie. Plus rapidement que l'homme, de loin, elle perdra sa fertilité. Pire encore, jusqu'à récemment, la grossesse n'était pas sans risque. Accoucher était dangereux, et vous aviez des chances non négligeables de mourir en couche. Une situation qui, heureusement, s'est fortement estompée ces temps-ci, grâce au progrès de la médecine si patriarcale. A l'inverse, si vous êtes un homme, vous êtes beaucoup plus prolifique, générant des millions et des millions de gamètes par jour, pas par mois, par jour, et ce, pendant plus longtemps que la femme, rappelons-le, sachant que l'andropause est encore très méconnue, elle ne toucherait qu'aux alentours de 40 à 50 ans, par une baisse de la testostérone, sachant qu'il suffira d'un seul spermatozoïde pour féconder un ovule, cela crée un fort déséquilibre au niveau de la rareté des gamètes, à tel point que ces enfants peuvent être faits en même temps, avec plusieurs femmes. Il est de plus inutile de rappeler que, ne courant pas les risques liés à la grossesse, à moins de faire une crise cardiaque durant la fécondation, l'acte en lui-même ne représente pas une menace à ses yeux. Pour que vous visualisiez, Ramsès II, l'un des plus grands pharaons de l'Égypte antique, avait un très grand nombre de concubines en plus de sa femme. Combien d'enfants a-t-il eu? Oh, une bagatelle officielle de 50 fils et de 53 filles. Vous imaginez le nombre? Citez-moi la femme qui a le plus grand nombre d'enfants. Elle n'atteindra jamais le 6e de ce record. Un autre exemple, Genghis Khan, l'empereur de Mongolie, véritable génie militaire et politique, qui est mort depuis 1227, il marque encore sa lignée sur le chromosome Y d'environ 8% des hommes d'une grande partie de la population, ce qui représente approximativement 0,5% du total mondial des hommes. Vous imaginez ce que représente 0,5% de la population masculine à l'échelle mondiale? Un homme sur 200 aurait le même ancêtre. Vous l'aurez compris, les femmes nagent dans un océan de sperme là où elles possèdent une fertilité occasionnelle et en sursis, par la disparition de l'œstrus, c'est-à-dire le fait qu'elles soient fertiles, non pas durant une partie de l'année, mais quelques jours par mois, entraînant une ménopause beaucoup plus rapide que la plupart des mammifères. Or, ce qui est abondant est bon marché, et ce qui est rare est précieux. Que vous le vouliez ou non, la femme est plus précieuse que l'homme par essence. Loin d'être un détail, la reproduction est le fer de lance de toutes les civilisations. Plus de monde, ça fait plus de soldats, ce qui fait une plus grande puissance militaire, ce qui fait plus de force de travail, et ça fait également plus de cerveau pour imaginer, penser et concevoir, et dans ce monde aussi imparfait soit-il, la quantité prime sur la qualité. Donc, d'un point de vue anthropologique, les hommes sont superflus et en grande masse. Pourquoi y en a-t-il autant alors? Simple, les hommes et les femmes sont définis en fonction de leur chromosome, X ou Y. Ceci est un bref rappel de SVT, mais chaque humain est porteur de 2 chromosomes sexuels, X et X pour les femmes, et X et Y pour l'homme. Si vous croisez les deux dans un tableau, vous obtenez 50% de chances d'obtenir un garçon, et 50% de chances d'obtenir une fille. Donc, dans le tas, vous obtiendrez forcément le même nombre. Il ne faut donc pas confondre produit civilisationnel et producteur civilisationnel. Sinon, on va déjà mal partir. Alors, supposons le scénario suivant. Une grande guerre éclate. Vous devez envoyer les hommes et les femmes, qui sont au niveau de muscle égal, qui sont aussi courageux, aussi résistants à la douleur, et vous espérez, dans la mesure du possible, qu'ils dépasseront leurs instincts animaux et ne baiseront pas comme des bêtes avant une bataille. Ce serait une effroyable erreur logistique. Vous pouvez vous permettre de perdre 50% ou même 80% des hommes, puisqu'il suffit d'un homme pour féconder plusieurs femmes, mais 50% ou 80% des femmes, vous imaginez le désastre? Non seulement vous perdez vos moyens de reproduction, mais en plus, vous aurez une concurrence encore plus grande entre les hommes si les nombres de femmes venaient à manquer. Ce n'est pas du tout rentable. Il vaut mieux que les hommes se bouffent entre eux ou se fassent leur vie de leur côté, et les femmes feront alors le choix de l'homme avec qui elles se reproduiront, et si un homme veut forcer l'affaire, elle peut compter sur l'appui de la communauté. En effet, un autre mâle voudra se montrer digne de la validation féminine. Quoi de mieux pour cela que d'écraser les hommes inférieurs qui tentent de les forcer?
Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition intrasexuelle chez les femmes. Loin de là, c'est même assez vicieux, car les femmes sont en temps normal très solidaires, y compris avec les femmes étrangères, là où la solidarité masculine n'existe pas dans une mesure comparable. Et quand il s'agit d'un homme de qualité, elles peuvent toutes se déchirer pour avoir accès à son entière disposition. Une femme ne peut souffrir de désir sexuel car elle a, par nature, accès au mâle. Le plus difficile pour elle dans cette affaire, ce sera de choisir. Et je parle bien sûr, dans ce cas, des femmes normalement constituées. Si vous tombez sur un désastre génétique, ou sur une femme qui prend vraisemblablement pas soin de son corps, au point que vous ne sachiez plus par quel bout la prendre, là, évidemment, il y a des limites. En effet, l'obésité entraîne des problèmes cardiaques importants et une baisse de la fertilité. Vous remarquerez d'ailleurs que les femmes centenaires sont toutes pour la plupart dans la moyenne. L'anorexique ou l'obèse, on ne peut pas en dire autant. Le corps est une machinerie délicate, et la beauté n'est pas un critère si subjectif que ça. En tant qu'homme, la recherche du vagin est bien sûr la recherche d'un vagin fonctionnel. Cela ne sert à rien d'engrosser une femme qui va mourir dans un an ou avoir des complications à l'accouchement. Si vous le faites, votre descendance ne sera pas assurée, et si descendance il devait y avoir, ce serait une descendance en mauvaise santé. Du côté des garçons, qu'a-t-on comme critère pour plaire? Bon, ne pas être un gros déjà, voilà qui doit être faisable. Sauf que non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. La beauté est un critère, je ne le nie pas, et il serait prétentieux de dire qu'être laid, ce n'est pas un inconvénient. Sauf que vous pouvez regarder autour de vous, ce ne sont pas forcément les plus beaux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple ont des atouts qui permettent à la femme de se sentir en sécurité et d'être capable de nidifier. Elles veulent un homme courageux, avec une volonté de faire, une capacité de mener les autres hommes, car s'il se fait obéir des hommes, c'est bien qu'il a quelque chose en plus qu'eux, non? Il est en général musclé aussi. Pas parce que c'est beau, enfin pas du point de vue du regard hétérosexuel masculin, mais parce que si vous deviez vous cacher derrière un mur pour vous protéger, vous préféreriez vous cacher derrière un mur de pierre, ou plutôt derrière une petite clôture. Ensuite vient la richesse et le statut social. On voit que les femmes dépensent davantage et sont plus sensibles au marketing, d'où le fait qu'elles font la part belle des clients cibles, mais le fait d'accumuler de l'argent est moins important pour elles que de le dépenser, d'où leur répugnance à l'égard des gens qu'elles qualifient de radins. Il faut savoir que l'homme et la femme ont deux moteurs qui ont une incidence directe sur leur morale. Le sexe pour l'homme et l'attention masculine pour la femme. Une femme aimera prendre plaisir au sexe, sans doute, mais elle préférera d'autant plus être entourée de mâles, même de mauvaise qualité, pour peu qu'il soit à son écoute, qu'il veille sur elle, et qu'il soit bien docile. Sans cela, elle ne se sent plus exister. Elle est primairement convaincue qu'elle sera en danger, si elle est rejetée par la communauté, ou ignorée par celle-ci. Donc, elle cherchera à bien se faire voir. Et quoi de mieux pour cela que d'être avec des individus les plus appréciés et les plus populaires? C'est là qu'entre en jeu le statut social. Membre de l'élite, elle sera appréciée par des gens de qualité comme des fans sans envergure. C'est plus efficace que d'être seule avec sa famille comme seul protecteur. Quant à l'argent, il faut savoir que le muscle et la masculinité sont des facteurs d'action. Elles aiment les hommes actifs et indépendants, capables de s'occuper d'elles. L'argent est un nerf d'action des plus efficaces. L'accès aux ressources des hommes est ce qui compte pour qu'elle accroisse son propre niveau de vie et son niveau de confort. Pas besoin pour elle du coup de travailler de façon excessive. Elle a des prétendants prêts à jouer les pourvoyeurs de ressources, pourquoi s'en priver? Être autonome et responsable, c'est la base chez un homme. Désolé Célestin, et ta beauté intérieure, elle s'en fout. Il y a bien des centaines de gars qui sont beaux à l'intérieur autour d'elle, tu n'as aucun mérite à l'être. Et pour finir, dans un dernier temps, ce qui lui vient à l'esprit, c'est le physique. Parce que oui, c'est bien beau le courage et la richesse, mais ce n'est pas visible sur une photo. Est-ce qu'il ne porte pas une trop grosse tare génétique? Est-ce qu'il y a vraiment avantage avec sa taille? Bref, les critères de sélection des filles sont nombreux, et ce n'est même pas une grille à remplir, sachant que ça peut dépendre en plus de ses goûts personnels, de la mode du moment, du contexte social, les femmes étant très conformistes pour la plupart, les hommes, eux, n'ont que 2 ou 3 critères, dont l'inévitable physique et la jeunesse et la fertilité. Mais quelle est la conséquence de tout ça? Pour commencer, c'est de l'eugénisme pur, et c'est une bonne chose d'un point de vue naturel. Les hommes les plus aptes sont reproduits, donnant naissance aux hommes les plus aptes, les femmes peuvent ainsi construire des hommes forts et vaillants en évinçant les moins bons. L'inconvénient, c'est le gynocentrisme. Le gynocentrisme, qu'est-ce que c'est? Le gynocentrisme, c'est la tendance naturelle qu'ont les êtres humains à placer la femme au centre de la société, à privilégier leur point de vue, et ce, au détriment des hommes. Par exemple, les femmes et les enfants d'abord. Sacrifier les hommes pour sauver les femmes et les enfants, ça n'est en rien profitable aux hommes. De même, avant que les femmes n'arrivent sur le marché du travail, les conditions de travail pénibles et les accidents du travail étaient peu prises au sérieux. Aujourd'hui encore, c'est dans les métiers pénibles et mortifères qu'on trouve la plupart des hommes. Les métiers jugés durs par les femmes, tous les hommes pourront le faire, mais très peu de femmes feront des métiers jugés durs par les hommes. Et tout le monde trouve ça normal. Le gynocentrisme, c'est se plaindre qu'un SDF sur 6 est une femme, et que c'est scandaleux. Ça ne fait, d'un point de vue logique, pas de sens, dans une société prétendument égalitaire, et qui passe au second plan le fait que 5 SDF sur 6 soit un homme. Le gynocentrisme, c'est trouver de la compassion systématiquement pour les filles, ou être très sévère envers les garçons à comportement et résultat égal. Compiler ainsi les faits divers d'actes de professeurs pédophiles envers leurs élèves. Combiner les sexes. Hommes, garçons, femmes, jeunes filles. Vous verrez que le traitement n'est pas le même. Le pédophile est une immonde crevure qui abuse de ses élèves, et ce, à forte raison, et la prédatrice vit une histoire d'amour impossible. Ça, c'est pas normal. Ceci est une aberration morale, surtout dans un monde où, je le rappelle, on est censé être traité de façon égale, qu'on soit un homme ou une femme. Mais tout le monde trouve ça normal. Le gynocentrisme, c'est estimer scandaleux qu'il n'y ait pas suffisamment de filles qui vont dans les filières scientifiques ou dans les postes prestigieux. Que ce soit parce que leur capacité sont bridées ou qu'un mystérieux patriarcat dont l'existence n'a jamais été prouvée les en aurait empêchés. Bien sûr, une telle explication ne pourrait se trouver dans le fait que les hommes soient, par leur disposabilité, bien plus enclins à la compétition. Ce qui fait que les meilleurs iront naturellement fournir le talent, le travail et l'intelligence nécessaires à leurs conditions suprêmes selon les féministes, ou encore via une aide de leurs parents qui leur donne de l'argent. Du même côté, si vous regardez le décrochage scolaire à l'école, vous verrez que le taux chez les garçons est alarmant.
Les filles réussissent mieux, et c'est une bonne chose. Mais comment peut-on imaginer que ce soit égalitaire de toujours plus pousser les femmes vers le haut en oubliant les garçons quand ils ont des difficultés au plus bas? En général, on dira aux garçons que c'est de leur faute, qu'ils sont cons et qu'ils gesticulent trop. Et parce qu'ils sont dans un environnement scolaire auquel ils ne s'adaptent pas. Ce qui est absurde, car l'inverse est aussi probable. L'enseignement est majoritairement féminin. Pourquoi ce serait aux garçons enfants de forcément s'adapter et non aux femmes adultes? De plus, les études ont prouvé que les garçons et les filles ont un développement cérébral différent, ce qui fait que les filles ont de meilleurs résultats. Ce qui est normal, mais la conclusion du gynocentrisme, c'est de dire que les garçons sont par nature plus cons que les filles, et que le système les favorise donc, puisqu'ils occupent les postes les plus prestigieux et les bancs de sciences. Ceci est aberrant, car les garçons ont un développement plus lent, ça veut pas dire inférieur, mais en plus c'est incohérent. Si les femmes étaient si supérieures du point de vue de l'intelligence, comment se seraient-elles fait plumer par les hommes? L'explication favorite? Le patriarcat. En vérité, le gynocentrisme occulte le fait que la répartition du QI chez les hommes et les femmes sont différentes. En effet, on trouve chez les individus les plus cons beaucoup d'hommes. Et il y a beaucoup plus de femmes avec une intelligence moyenne que les hommes. Par contre, on trouve également plus d'hommes chez les hauts QI. Mais le gynocentrisme se concentre que sur le point de vue des femmes. Et on n'a rien à foutre qu'il y ait des hommes plus cons qu'elles, ou qu'ils soient davantage éboueurs ou travailleurs dans le BTP. Par contre, le fait que peu de femmes soient de wineuses, elles interprètent ça comme de l'injustice. Mais attention, le gynocentrisme n'est pas exclusivement féminin. Les hommes aussi sont gynocentrés, et ne vous verrez pas, le gynocentrisme a toujours été présent et est logique. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est historique. D'un point de vue darwinien, c'est même profitable, car cela sélectionne en théorie les meilleurs hommes. Je dis bien en théorie, car dans les années 90, on a mal géré un cap de notre évolution avec l'arrivée d'Internet, et plus particulièrement des réseaux prétendument sociaux. En effet, je l'ai dit, les femmes choisissent les meilleurs, les hommes choisissent ce qu'ils peuvent. Sauf qu'il est plus facile d'être en concurrence avec 50 hommes qu'avec toute la population masculine du monde. Les femmes chercheront toujours à viser le plus haut du panier. Et même si elles n'en valent pas le coup, franchement, intellectuellement, physiquement, ou même moralement, c'est cela qu'on appelle l'hypergamie. À l'inverse, la dalle qu'auront les hommes sera toujours plus grande. Délaissés et méprisés par les femmes, et ce dans une société qui vend du cul partout et assomme de contes de fées disnéens gnangnans et inexacts sur l'amour, ils sont hypogames, et se rabattront sur les tons. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Les tons prennent de plus en plus la confiance, et deviennent hypergames aussi. Cela en devient ridicule alors de voir des hommes qui ont objectivement une plus grande valeur que la moyenne se faire recaler par des femmes qui sont en moyenne médiocre. C'est ainsi que s'opère la loi de Pareto. 20% des hommes se disputeront 80% des femmes, et 80% des hommes se disputeront les 20% des femmes restants. Et un indice, les 20% qui restent, ce ne sont pas les meilleures options. La conséquence principale du gynocentrisme et de l'hypergamie, couplée avec la libération sexuelle qui n'a de libération que le nom, seront les hommes puceaux archétypaux que représentent le célibataire involontaire et le chevalier blanc. Avant de les apporter, il était important de bien poser le cadre et le contexte. Non, cela n'a jamais été facile ni logique qu'un homme ait du sexe et en comparaison avec la femme, et toute tentative de relativiser serait malhonnête et ne résoudra en aucun cas le problème des incels. Donc même si vous êtes totalement égoïste à l'égard du sort des hommes, faites plaisir aux femmes en essayant de comprendre la psychologie de l'incel, et s'il vous reste un tant soit peu de dignité, ayez au moins l'honneur de jeter votre écu de chevalier blanc dans les oubliettes, ou vos lorgnettes de princesse en détresse dans votre boîte à bijoux, le temps d'analyser ces profils. Et pour cela, rendez-vous dans la prochaine vidéo.